Réchauffement climatique, montée des océans, les rapports du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, se poursuivent et sont toujours aussi alarmants. Il est temps d'agir, mais pas trop vite. La COP20, la conférence mondiale sur le climat de l'ONU, a ouvert hier à Lima, au Pérou. Plus de 190 délégations du monde entier se retrouvent pour tenter de trouver un accord. Ils ont un an pour ce faire. Avec nous sur ce plateau, Corinne Lepage, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de CAP21, votre parti. Vous êtes ancienne députée européenne et ancienne ministre de l'Environnement. Alors ce sommet vient de s'ouvrir. On se souvient de celui qui a eu lieu à Copenhague, de son échec surtout. Est-ce que ces sommets apportent quelque chose ? Est-ce que vous en attendez quelque chose ? Alors, en tant que députée européenne, j'ai participé à toutes les COP depuis Copenhague. Il y en a eu 5. Celle de Lima, on n'attend pas grand-chose parce que c'est celle de Paris, en fait, qui va voir si on est capable d'avoir un nouvel accord après celui de Kyoto, qui a été le grand accord de 1997. Celle de Lima, ce qu'on peut en attendre, c'est des avancées permettant de figer les choses sur Paris. Tout ce qui est décidé à Lima est bon à prendre parce que ce sera de ça de moins à négocier à Paris. Voilà. Alors, dans ce cadre-là, il y a des choses qui se sont passées. Il y a eu d'abord l'annonce de l'accord entre la Chine et les États-Unis. Il y a un accord historique. Oui. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? C'est historique sur le plan du principe. Parce que jusqu'à maintenant, la Chine avait refusé de s'engager à quoi que ce soit au niveau international et les États-Unis aussi. Donc à ce niveau-là, c'est historique. En revanche, l'engagement, lui, n'est pas de niveau historique. La Chine s'engageant à inverser la vapeur, si j'ose dire, à partir de 2030, et les États-Unis à réduire leurs émissions de 25% en 2030 par rapport à 2005, ce qui est un effort modeste au regard des engagements que prennent les Européens, par exemple. Donc pour vous, ce n'était pas un signal, c'est vrai que ça a été présenté comme un accord historique. C'est très important sur le plan des principes. Sur le plan de la réalité, c'est très en deçà de ce dont on a besoin. Voilà, la réalité, c'est que sommet après sommet, on palabre, on fait des petites avancées, juste nécessaires pour pouvoir faire la COP suivante. L'urgence climatique appelle autre chose. Et je pense que cette autre chose, il est réclamé aussi et peut-être avant tout par la société civile. Les collectivités locales qui, à certains égards, sont bien en avance sur les États. Je pense au R20 créé par M. Schwarzenegger ou à l'Alliance des villes pour le climat à laquelle participe Paris, du reste qui a été lancée par M. Bloomberg il y a quelques années, les organisations non gouvernementales, un certain nombre d'entreprises qui œuvrent dans le domaine de la transition économique et écologique, mais en revanche, on a toujours les grands lobbies des énergies conventionnelles, gaz, pétrole, charbon, qui sont très puissants, et les États qui vont avec. Alors parfois, il y a des situations assez paradoxales. On va voir tout de suite un exemple avec le Japon qui a utilisé des crédits verts pour créer des centrales électriques en Indonésie. Enfin, c'est ce qu'on croyait. C'est un sujet de nos partenaires belges. Il est signé Philippe Antoine. Berlin, il y a quelques jours, une trentaine de pays sont réunis pour alimenter le Fonds vert de l'ONU. Son objectif, aider les pays les plus exposés au changement climatique en soutenant des projets qui contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Un peu plus de 9 milliards de dollars vont y être levés pour les projets des 4 prochaines années. Parmi les donateurs, il y a notamment le Japon, qui s'est déjà servi du mécanisme en obtenant près d'1 milliard de dollars pour financer la construction de 3 centrales électriques en Indonésie, dont celle-ci. Le problème, c'est que ces centrales sont au charbon. Imaginez combien de familles peuvent désormais bénéficier de l'électricité. Combien d'enfants peuvent étudier chez eux. Près de 500 000 maisons peuvent profiter de cette nouvelle centrale, mais le charbon reste une source importante de pollution. Depuis 2010, Christiana Figueres est la patronne du climat à l'ONU et son discours à propos du charbon est sans ambiguïté. Il n'y a aucune place pour le charbon dans la production énergétique du futur, à moins qu'il ne soit accompagné de hautes technologies de capture et de stockage du carbone. Ce qui n'est pas le cas pour ces usines construites en Indonésie, mais les Japonais présentent 2 arguments, dont celui du coût. L'énergie renouvelable coûte cher. Dans les pays émergents où la population est en croissance et où l'économie se développe, il n'est pas possible de commencer avec une énergie coûteuse. Dès lors, les sources d'énergie telles que le gaz naturel ou le charbon, qui est encore moins cher, peuvent être une solution.
Et puis il y a l'argument de la légalité. Rien dans les textes de l'ONU n'interdisait aux Japonais d'utiliser de l'argent du fonds vert pour construire leurs centrales. Cela pourrait faire l'objet de modifications à la conférence climat qui s'est ouverte aujourd'hui au Pérou. En attendant, les villageois proches des centrales en Indonésie ont déjà constaté une diminution des stocks de poissons, de crabes et de crevettes. Alors c'est vrai que Corinne Lepage, quand on voit ce sujet, on dit que c'est incompréhensible. Oui, c'est un contre-exemple total. Que, à la limite, on utilise les fonds de l'aide au développement pour financer ce type de projet. C'est déjà éminemment contestable, mais enfin, c'est le développement qui est mis en avant. D'utiliser des fonds qui sont normalement destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour en rajouter une louche, c'est franchement inacceptable. Donc voilà, les Japonais comprendront. Alors mais c'est vrai que ça pose aussi une autre question, et le développement. C'est vrai que là, par exemple, ces villageois indonésiens doivent être ravis d'avoir de l'électricité. Est-ce que ce n'est pas un problème de riches de se poser la question, ça nous concerne tous, mais est-ce que ce n'est pas un problème de riches de se poser la question du réchauffement climatique ? Non, c'est certainement pas un problème de riches, parce que quand vous voyez la situation des Chinois, y compris les plus modestes, qui vivent dans des villes où on ne voit plus la couleur du ciel autre que gris jaunasse, c'est pas un problème de riches. Par contre, le problème, c'est effectivement d'avoir des solutions qui, sur un plan technique, qui marchent sur le plan technologique et qui sont pas trop coûteuses. Or, moi, je crois beaucoup au développement des solutions décentralisées, c'est-à-dire des petites centrales photovoltaïques dans les pays du Sud. Vous savez, les pays du Sud, aujourd'hui, les habitants, ils ont des téléphones portables. Il y a, je crois, 4 milliards d'humains aujourd'hui qui ont des téléphones portables. Est-ce que vous pensez que ces 4 milliards d'humains, ils ont des téléphones fixes ? Bien sûr que non. Parce que les structures pour créer les réseaux de téléphones fixes sont très chères et inutiles quand vous avez le portable. Eh bien, je pense que pour l'énergie, ce sera pareil. C'est-à-dire qu'on va passer directement dans les pays du Sud à des systèmes d'énergie décentralisés, que ce soit de l'éolien ou que ce soit du solaire ou de la biomasse. C'est vers ces solutions-là qu'il faut aller et certainement pas vers des centrales au charbon. Or, le solaire, aujourd'hui, a baissé ses coûts de l'ordre de 80%. Et ces solutions, elles sont discutées actuellement à Lima ? C'est vraiment dans les tuyaux, comme on peut dire ? Oui, bien sûr. On avance beaucoup là-dessus. Je vous le disais il y a un instant, le prix du photovoltaïque a baissé de 80% en l'espace de 2 ou 3 ans. Donc c'est absolument énorme. Aujourd'hui, les États-Unis construisent une centrale solaire à concentration où le prix va être de 4 centimes, c'est-à-dire globalement la moitié du prix de l'éolien ou du prix du nucléaire. Mais quand l'Allemagne choisit justement cette énergie photovoltaïque, elle fait venir ses panneaux de Chine, ce qui a un coût carbone quand même assez important. Et c'est vrai qu'à un moment, l'Allemagne a préféré le charbon au nucléaire. Alors il y a un retour en arrière, hein, puisque E.ON, son principal groupe, a décidé qu'ils allaient délaisser la production conventionnelle. Tout à fait, pour ne faire plus que du renouvelable. L'Allemagne est un pays qui a fait le choix de la filière du renouvelable. C'est vrai que, non pas, ils n'ont pas choisi les panneaux photovoltaïques chinois, sauf que quand vous avez sur le marché un produit qui vaut 10 et un produit qui vaut 3 pour produire la même chose, vous achetez celui qui vaut 3. Ça s'est passé en 2010-2011. Aujourd'hui, l'Allemagne a mis en place de nouvelles technologies de photovoltaïque, d'une nouvelle génération, avec une productivité beaucoup plus importante, ce qui fait que les entreprises allemandes du renouvelable redeviennent concurrentielles et, par voie de conséquence, l'Allemagne revend ses produits, que ce soit dans l'éolien ou le solaire, en concurrence avec la Chine. Alors en France, Ségolène Royal, la ministre de l'Environnement, de l'écologie, défend la transition énergétique. C'est une bonne solution pour vous de créer des emplois qui seraient des emplois verts ? Bien sûr. Elle a totalement raison. C'est dans cette voie qu'il faut aller et y aller de manière accélérée. Tout simplement parce que c'est probablement un des secteurs dans lequel nous pouvons le plus rapidement créer le plus d'emplois possible et recréer des filières industrielles françaises dont nous avons impérativement besoin. Encore faut-il ne pas empêcher ces secteurs de se développer. Or, malheureusement, du fait du poids du nucléaire en France, on se rend compte que ces secteurs ont beaucoup de mal à progresser. Alors vous parliez des prises de conscience, mais c'est vrai qu'on a l'impression que ça va très lentement. C'est-à-dire qu'à part le tri, même pour quelqu'un, un Français moyen, est-ce qu'il sait, un Français tout court, est-ce qu'il sait comment aider pour qu'il y ait moins d'émissions ? Écoutez, je pense que nos concitoyens vont beaucoup plus vite que nous le pensons et probablement beaucoup plus vite que la société politique. Quand vous voyez par exemple la manière dont le covoiturage, alors c'est autant pour des raisons économiques que pour des raisons écologiques, j'en suis tout à fait d'accord, mais ce qui est important, c'est le résultat.
s'est développée en France en l'espace de 1 ou 2 ans. Nous sommes passés de 3% à 12% de la population qui utilise le système de covoiturage. Vous divisez par le nombre de personnes les émissions de gaz à effet de serre et le coût. Quand vous voyez le succès des AMAP, c'est-à-dire des gens qui vont acheter des paniers de produits bio à côté de chez eux avec des circuits courts, près de 10% de la population aujourd'hui. Quand vous voyez la mobilisation sur les questions de santé environnementale, on voit très bien que nos concitoyens prennent tout à fait conscience de ce qui est. Simplement, la crise économique fait qu'on ne fait pas toujours ce que l'on voudrait faire. Mais alors, qu'est-ce qui bloque, par exemple ? Comment on va faire bouger les choses au niveau mondial ? La COP20, la COP21, est-ce qu'elles vont pouvoir amener des solutions ? Comment ? Alors, il faut, je crois, d'abord bien distinguer ce qui se fait réellement dans les pays et le blocage des négociations internationales. Vous voyez, un pays comme la Chine, par exemple, jusqu'à maintenant, n'avait jamais voulu s'engager au niveau des négociations internationales. Ça n'a pas empêché la Chine, qui est un pays très pollué, d'essayer de devenir un des premiers pays en termes d'industrie de la nouvelle génération et de la transition écologique et économique. La Chine, par exemple, est le premier pays au monde à s'être doté d'une loi sur l'économie circulaire. Nous, on n'en a pas encore en France. On va l'avoir avec la loi sur la transition énergétique. Ça montre bien qu'on peut faire des choses en interne et ne pas y arriver au niveau international. Ce qu'on verra avec Paris, c'est que de deux choses l'une, où on a un accord qui effectivement répond aux ambitions qui sont les nôtres. Ou bien il faut trouver un autre système de gouvernance, alors peut-être régional, peut-être différent, mais il ne faut pas continuer à faire des COP qui n'aboutissent à rien si à l'accord de Paris, on aboutit à un accord à minima qui ne résout pas le problème et qui nous fera dépasser allègrement les 2 degrés de réchauffement climatique dans les années qui viennent. Alors dans un de vos éditos, vous défendez la vieille Europe progressiste. Vous dites que l'Union européenne a été l'une des premières à défendre l'environnement. Oui. Vous êtes optimiste. Écoutez, je viens de passer une dizaine de jours aux États-Unis dans un cadre qui s'appelle FACT, c'est-à-dire French American Climate Talks. Ce sont des panels, 3 Américains, 3 Français ou Canadiens. Nous sommes allés à la Nouvelle-Orléans, à Los Angeles et à Vancouver. J'ai donc rencontré des homologues américains qui défendent, qui sont pro-climat, si vous voulez, par rapport aux climato-sceptiques, essentiellement républicains d'ailleurs aux États-Unis, même s'il y a des exceptions notables comme le gouverneur Schwarzenegger. Ce que m'ont dit les Américains là-bas, c'est que, bien sûr, pour les républicains et les anti-climats, les climato-sceptiques, la vieille Europe, c'est les gens qui ont peur de leur ombre, qui s'imaginent des choses qui se passeront jamais, etc. Mais pour les progressistes, ceux qui croient effectivement et qui sont convaincus que le changement climatique est une réalité, ce qui est vrai, évidemment, et que donc il faut agir, nous sommes, nous, les Européens, les progressistes, c'est-à-dire ceux sur lesquels il faut prendre modèle, ceux qui sont en avance au niveau international sur les solutions à mettre en place. On verra si les Européens savent se faire entendre à cette COP20 qui se déroule en ce moment même à Lima, au Pérou. Merci Corinne Lepage d'avoir été notre grand témoin.